Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour les débats. Bon, on commence un petit peu en retard aujourd'hui. Pardon à mes débatteurs qui aujourd'hui vont tenter de se mettre d'accord. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Bonjour Valérie, bienvenue. Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Bonjour. Bonjour Valérie. Et Jacques Miard, bonjour, maire LR de Maison Lafitte. Bonjour. Salut, fraternité. Vous êtes en forme, cher Jacques. On a des petits soucis techniques, donc il est possible qu'on vous abandonne en cours de route si ça ne fonctionne pas. Vous savez, on va déménager, on vous dit tout, on doit déménager bientôt. Il y a des travaux dans les studios et donc il y a des petits craquements. Alors il y a un auditeur qui nous donne un petit conseil. Les craquements, c'est un processus sur les serveurs du stream qui perturbe si à la technique. Voilà, donc on est dessus. Merci Stéphane de vos conseils, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué depuis ce matin. Alors, séminaire de suivi des rencontres de Saint-Denis. Allez, c'est encore un machin. On continue. Enfin, vous nous direz ce que vous en pensez. Faut-il baisser les taxes sur l'essence? Les prix s'envolent. Le Rassemblement national, meilleur opposant à Emmanuel Macron. Et puis Adama Traoré, clap de fin, la manif de trop. Il n'y avait pas grand monde hier. On va parler de tous ces sujets avec vous. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Jean-Claude. C'est un sujet dont on ne parle pas assez. Oui, qui est un sujet absolument scandaleux. C'est pire qu'un scandale, parce qu'un jour on dira on ne savait pas ou on n'avait pas su, et puis les gens vont être convoqués. Peut-être devront-ils rendre des comptes. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un drame qui se joue à Mayotte. Je rappelle que Mayotte est un département français, qu'on a un principe de continuité territoriale, d'unité nationale, et à Mayotte depuis maintenant plusieurs années, la crise s'est accélérée. Les gens n'ont pas accès à l'eau. Et aujourd'hui, le rythme, c'est que les Mahorais ont de l'eau un jour sur 3. Tenez-vous bien, un jour sur 3, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Ne pas avoir accès à l'eau, c'est prendre le risque de boire de l'eau non potable. Il faut savoir comment se fait les coupures. Les coupures se font entre 16h, tenez-vous bien, entre 16h et 8h du matin. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque les gens sont chez eux, lorsque l'eau revient, vous ne pouvez pas la boire normalement parce qu'il faut attendre plusieurs jours qu'elle s'écoule. Mayotte, c'est aussi la plus grosse maternité d'Europe, et vous savez qu'il y a un risque sanitaire majeur pour les nouveau-nés. Donc voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Cette situation est elle est illégale. Elle est illégale pour le non-respect des principes que je viens de rappeler. Elle est insupportable parce qu'on n'imagine pas, par exemple, que dans l'Hexagone, nous n'ayons pas d'eau jour sur 3, mais vraiment toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Je l'ai rappelé, sur le plan sanitaire, sur le plan personnel, sur le plan du fonctionnement de nos organisations, des hôpitaux, des écoles. Il y a des enseignants qui vous disent, on demande à des enfants de se retenir lorsqu'ils sont à l'école toute la journée parce qu'il n'y a pas d'eau. Et donc, alors, l'une des mesures qui a été proposée en attendant par le ministre de l'Outre-mer, qui est une mesure, mais qui est une mesurette, c'est de donner 2 bouteilles d'eau aux personnes qui sont les plus vulnérables dans un département où plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc voilà, je pense que si nous n'avions pas d'eau en région parisienne 2 jours sur 3, ça serait juste un drame, et ça ferait le journal de 20h ou toute l'actualité française. Donc j'en appelle aux uns et aux autres, au président de la République, au Premier ministre, pour prendre tout de suite. Alors on nous parle d'usine de dessalement. Il faut savoir qu'il y a aussi un scandale derrière tout cela, parce que l'État a financé à hauteur de 13 millions d'euros une usine de dessalement qui ne produit pas plus du tiers de sa capacité normale ou envisagée. C'est une situation qui est inacceptable. Nous sommes en France. Voyez-vous. Et pourquoi? Enfin, quel est le... il y a un mélange de tout. Il y a probablement. Alors, il faut aussi savoir que il y a des financements européens qui n'ont pas été utilisés, qui ont mal été utilisés. Il y a de la carence du secteur privé, carence des responsables publics. Bref, on a le sentiment que c'est un état de non-droit. Et vous savez que je suis vent debout contre chaque fois que l'état de droit n'est pas respecté, parce que les conséquences sur le plan social, les conséquences sur le plan humain sont dramatiques. Ouais. Vous pouvez peut-être... Non, oui, effectivement. Jean-Baptiste Moreau. C'est effectivement assez dramatique et assez inacceptable. J'espère que des solutions, et vraiment des vraies solutions, effectivement, pas juste 2 bouteilles d'eau par jour, mais des vraies solutions vont être trouvées. C'est absolument inacceptable, parce que sur le territoire de la République, et Mayotte fait partie du territoire de la République,
il y a des gens qui n'ont pas l'accès à l'eau 2 jours sur 3, c'est absolument impossible et il faut y remédier très vite. Je sais que Mayotte a été longtemps un territoire délaissé de la République. Hein. Ça fait depuis des années. Je pense que on a vu un certain nombre de déplacements à la fois du président de la République et de Gérald Darmanin plus récemment sur des sujets plus liés à la sécurité et à l'immigration. Mais il faut aussi effectivement évoquer les problèmes de services publics à Mayotte et qui a longtemps été effectivement laissés pour compte. Donc il faut trouver des solutions très rapidement et mettre tous les moyens pour que ça fonctionne. Notamment, oui, l'unité de dessalement. C'est pas normal que 13 millions d'euros d'argent public ait été investi sans des obligations de résultats derrière. C'est une gabegie financière, mais ça existe aussi dans d'autres îles, parce que je sais plus si c'était la Guadeloupe qui avait eu le même type de problème. Il faut vraiment là-dessus trouver des solutions et très rapidement. Et les gens reçoivent leur facture d'eau. Alors c'est ce qui est grotesque. Ouais. Les gens reçoivent aussi leur facture Jacques Miard. Oui, Jean-Claude a parfaitement raison. J'ai entendu le ministre récemment dire que bien évidemment il allait mettre le paquet sur l'usine de dessalement, mais quand on apprend qu'elle a déjà été construite et qu'elle ne fonctionne pas, et là il y a des problèmes effectivement. Mais il faut aussi pas oublier que la situation à Mayotte est le résultat d'une mauvaise politique migratoire que l'on subit. Et quand j'entends Jean-Claude dire effectivement que la fameuse maternité est la plus grande d'Europe, c'est aussi parce que un certain nombre de migrants en profitent avec la volonté de s'y établir définitivement. Donc il y avait à la fois un laxisme, et c'est tout à fait exact de dire que Mayotte a été un territoire de la République délaissé, mais on n'a pas pris aussi les moyens pour maîtriser un certain nombre de choses, dont les flux migratoires qui font qu'empirer. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons rapidement agir, et nous devons le faire avec, je dirais, fermeté. Ça pose des problèmes, bien sûr, avec les Comores, mais on sait très bien que les Comores ont un double jeu et qu'ils viennent quémander de la France de multiples aides. C'est tout à fait... On doit aider sans doute les Comores, mais on ne doit pas subir la politique excessive migratoire des Comores sur Mayotte. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Parce que c'est extrêmement complexe. Je veux dire, vous avez... C'est pas complexe que ça. C'est une volonté politique de changer effectivement un certain nombre de règles du droit du sol. Et ça, qu'on le veuille ou non, il y a un moment, il faut prendre les moyens de sa politique. La fin justifie les moyens. On ne peut pas continuer comme ça. Mayotte est aujourd'hui pour le Comore un produit d'appel. Donc il faut casser ce produit d'appel. Ce qui ne signifie pas qu'on va laisser tomber, bien évidemment, le voisinage de Mayotte. Et vous savez ô combien les Comores viennent à Paris quémander. Donc il y a un moment, il faut quand même pas qu'on soit les dindons de la farce à longueur de temps. Oui. De fait, le laxisme migratoire montre toutes ces conséquences gravissimes à Mayotte, puisque comme l'a rappelé à l'instant Jacques Miard, on subit ce qui vient des Comores directement, avec à la fois, comme vous le disiez, des personnes qui quémandent et qui profitent de l'argent français. D'ailleurs, ça avait été au sommet de la crise, quand on sait que le gouvernement s'est investi là-bas. En tout cas, il a fait du bruit, que Darmanin a fait du bruit sur le sujet. On sait que les Français avaient critiqué largement le fait qu'il y ait cette faiblesse de l'État de donner de l'argent aux Comores et en même temps de se faire dépasser, de pas avoir d'échange. Et c'est malheureusement toujours le même sujet. On a l'impression que la France est un paillasson pour certains États. Et malheureusement, juste je termine là-dessus, il n'y a pas que le sujet migratoire à Mayotte. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis que il a été décidé que Mayotte devienne un département, il y avait nécessairement des investissements importants à faire et on ne pouvait pas se cacher derrière son petit doigt. Le fait est que ça n'a pas été fait. Le fait est que les lois laxistes sur l'immigration aujourd'hui ne profitent pas à la France et malheureusement à Mayotte montrent toutes leurs limites. C'est pourquoi il faut réformer rapidement sur l'immigration. Il faut agir rapidement au niveau de la justice. Et en plus, il va falloir faire les investissements nécessaires pour qu'effectivement ces gens qui n'ont pas d'eau puissent avoir de l'eau rapidement et bénéficier des services minimums qu'on a partout en France. Juste sur l'eau, ça peut avoir avec le phénomène migratoire, évidemment, qui est un problème migratoire à Mayotte et la relation avec les Comores est toujours compliquée. Il n'y a pas eu que des annonces quand même. Gérald Darmanin a envoyé davantage de forces de l'ordre, notamment pour contrôler les bidonvilles. détruit un certain nombre de bidonvilles. Il y a eu un certain nombre de choses de faites.
pas assez, on est d'accord, et pas assez rapidement sans doute, mais il y a eu des choses de fait. On peut pas dire que rien n'a été fait depuis quelques années. Maintenant, la situation par rapport à l'eau, elle n'a pas grand-chose à voir avec l'immigration, et a tout à voir avec le manque d'investissement de l'État dans les infrastructures publiques. Allez, on marque une pause, c'est l'heure du journal, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec aujourd'hui Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum transatlantique. On va parler du prix de l'essence, du Rassemblement national, on en a déjà un petit peu parlé hier, meilleur opposant Emmanuel Macron, c'est un nouveau sondage, et puis le séminaire de suivi des rencontres de Saint-Denis. On continue notre tour de table. Jacques Miard, votre coup de gueule. Oui, c'est effectivement un coup de gueule pour dire vive la France-Afrique. Alors vous allez me dire, vous êtes pour reprendre les fameuses valises de billets qui arrivaient à Paris. Non, bien sûr, cette époque doit être révolue. Mais ce que je voudrais mettre en garde, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine mentalité chez les élites françaises et dans la population en disant il faut larguer l'Afrique. Eh bien non, il faut que nous puissions toujours nous intéresser à ce continent dont l'explosion démographique va être une donnée essentielle de la géostratégie. Et donc, il nous faut reprendre la tâche avec tous ces gouvernements, sans doute changer certaines méthodes, parce que nous sommes en concurrence, et ça Stephen Smith le dit très clairement, nos chers amis américains essayent de nous doubler au Niger, partout ailleurs on voit les Chinois et les Russes, en réalité ce qui les intéresse ce sont les richesses africaines et pas le peuple africain, alors que nous avons un réel désir et un objectif qui est de toujours nous intéresser à l'Afrique, car si nous ne le faisons pas, si nous n'arrivons pas à stabiliser ce continent, nous en subirons directement les conséquences, ce qui n'est pas acceptable. Donc la France-Afrique, elle n'est pas morte, mais bien évidemment, elle doit évoluer. Oui, c'est Samuel Lafont, vous voulez réagir ? Oui, vis-à-vis de l'influence, de la visibilité, de l'image de la France en Afrique, je pense effectivement qu'on a tendance à se tromper en ce moment. En tout cas, j'entends beaucoup de discours qui me dérangent, puisque, évidemment, instinctivement, on peut se dire que la France a beaucoup investi, que malheureusement, on a des soldats qui sont morts sur place, qu'on a dépensé beaucoup d'argent en envoyant notre armée sur place et qu'on n'a pas eu les résultats escomptés. Ceci étant dit, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu les résultats escomptés qu'on devrait abandonner la présence de la France en Afrique. Et la France a une chance parmi les nations dans le monde, c'est qu'on a une influence des ambassades dans de très nombreux pays et on doit continuer dans cette idée-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se dire on abandonne l'Afrique ou on abandonne une autre partie du monde et on se replie sur quelques États qui seraient seulement prioritaires. Par exemple, être plus influent, comme je l'entends parfois dans l'Europe de l'Est. On a tout intérêt, au contraire, à faire des rétex, à voir pourquoi on a raté, en tout cas récemment, ce qu'on voulait faire en Afrique. Et il y a toujours à avoir l'esprit, à mon avis, l'image de la France. Parce que ce qui a péché dans les conflits récents, c'est l'image de la France. On a dépensé beaucoup en termes militaires, mais les autres États, évidemment, d'autres États viennent se servir, et j'emploie le mot, la Chine, on le sait très bien, la Russie, ils viennent se servir en Afrique des différentes ressources. Nous, on a un souci d'image, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques campagnes de propagande contre la France en Afrique, contre nos armées, et on n'a pas su réagir. Alors, c'est peut-être nos services qui doivent se réformer, mais on n'a pas su réagir, et malheureusement, ça nous coûte. Mais, et je termine là-dessus, on ne doit pas pour autant disparaître de l'Afrique parce qu'on a perdu récemment quelques conflits, et on doit être présent partout dans le monde, on doit également être présent en mer de Chine, on doit être présent dans tous les endroits. Il vous a pas échappé qu'ils ne veulent plus des Français. Non, il y a eu quand même des manifestations. Alors, elles peuvent être soutenues par des États étrangers qui ont des intérêts différents des nôtres, et en plus, les choses peuvent changer. Il peut y avoir des fluctuations. Non, mais il faut évidemment parvenir à la France-Afrique telle qu'elle s'est faite, parce que voilà, c'était contexte qui n'est plus du tout valable, mais il est hors de question que la France, effectivement, quitte l'Afrique et n'ait plus aucune interaction avec ces pays-là. D'abord, en premier lieu, parce que la seule solution aux crises migratoires, c'est justement de coopérer avec ces États africains pour essayer de trouver des solutions pour empêcher les départs massifs qui sont en train d'avoir lieu et qui ont lieu depuis des années. Donc déjà, c'est absolument impossible d'abandonner l'Afrique à son sort. Et puis, clairement, des États comme la Chine ou la Russie ont monté un certain nombre de populations contre la
la France pour des intérêts bassement économiques, hein, avant d'être géopolitiques. Ils se sont appropriés, notamment la Chine, un certain nombre de terres en Afrique, d'acheter du foncier à tout va. Voilà, et c'est les nouveaux colonisateurs, en fait. Ils veulent monter une nouvelle colonisation. Donc, il est hors de question que la France abandonne les pays africains à ce triste sort, parce que ce soit la Russie ou la Chine n'ont rien à faire du développement des pays africains. Globalement, eux ne sont pas impactés par l'immigration. Et globalement, tout ce qu'ils cherchent, c'est tel des parasites, à profiter des richesses de l'Afrique. Donc, c'est hors de question de revenir à la situation de la France précédemment, mais il est hors de question de laisser la main à un certain nombre de ce pays. Mais les USA aussi, hein, clairement, visent un certain nombre de minerais en Afrique. Et donc, il faut que la France maintienne sa sphère d'influence en Afrique de façon différente, davantage en coopération, moins de façon un peu de soumission. Donc, voilà. Jean-Claude. Oui, moi tout d'abord, on a parlé de communication. C'est pas qu'une question de communication et d'image, parce que nous y avons des intérêts géopolitiques, intérêts économiques. L'Afrique a un certain nombre de richesses qui ne sont pas négligeables. Parce que ce que j'attends désormais dans les prochains mois, c'est qu'il y ait une doctrine plus claire de la part du président de la République sur notre politique en direction du continent africain. Parce que, par exemple, on a bien vu que se maintenir militairement alors même que le contexte a changé n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux partir lorsqu'on estime que les conditions ne sont pas réunies, plutôt qu'on nous demande de partir, plutôt qu'on nous chasse. Je pense sur le plan de la sécurité. Vous remarquerez qu'au Gabon, les choses se sont déroulées de manière différente. C'est pas la même chose dans tous les pays. Ça n'est pas la même chose. Et le Gabon, c'est pas pareil. Totalement différent. Absolument. C'est pour cette raison. Et vous avez, quand on parle, je prends volontairement l'exemple du Gabon, puisque nous y avons des entreprises, nous faisons vivre des gens là-bas, il y a des intérêts français importants. Et il n'est pas scandaleux de parler des intérêts français. Je veux dire, on a le sentiment que d'autres pourraient parler de leurs intérêts et que nous ne parlons pas. Tout comme ces pays ont le droit, les pays africains ont le droit de parler de leurs intérêts. Totalement. Donc je pense que c'est là où il faut, et c'est ce que j'attends du président de la République, qu'il arrive à mieux fixer la doctrine française en Afrique. Fixer tout simplement, vous êtes capable de dire quelle est la doctrine française? C'est pour ça que j'ai dit mieux, parce que vous savez que je suis parfois sympathique. Vous êtes plus nuancé. Oui, non, c'est surtout parce que je pense qu'il n'est pas toujours facile. Donc, Acte n'est pas toujours facile. Il prend un paquet qui est bien ancien, mais c'est une façon de lui dire. Je pense que l'expérience des 3 dernières années nous montre bien qu'il faut revoir un petit peu la copie. Non, puis surtout, les situations de tous les pays ne peuvent pas être traitées de la même façon, globalement. Enfin, voilà, on ne peut pas non plus laisser les populations locales à la main des islamistes, comme c'est le cas dans certains pays. Donc, que l'armée se retire par moment, peut-être, oui, mais à condition que ce ne soit pas au détriment des populations locales, parce que, enfin, voilà, on voit bien qu'il y a certains pays aujourd'hui où on les laisse un peu entre les mains des radicaux et des islamistes. Oui, Jacques Miard. Oui, il faut ajouter une chose, c'est la dignité d'un chef d'État. Or, je suis désolé de dire que Macron a donné de lui-même aux Africains une très mauvaise image. Et que ce qui s'est passé à Kinshasa, où on le voit débrailler, boire une bouteille de bière nuitamment, les Africains, ils veulent de la dignité et ils veulent voir dans un État ami un chef d'État et pas quelqu'un qui méprise par son attitude finalement les Africains. Je pense pas qu'il y ait d'attitude soit... président de la République. Non, c'est d'accord. Là, je suis pas d'accord. Je sais que tu n'es pas d'accord. Parce que tu es trop affilié à la Macronie. Non, mais est-ce que boire une bière suffit à détruire l'image? Je pense qu'en chaque période a ses pratiques. J'imagine que Pompidou ou Giscard, lui, il allait à la chasse. Donc, on peut prendre les choses de manière différente. Là où et Jacques est un ancien diplomate, là où je pense que c'est important, je pense que les Africains ont besoin qu'on s'inscrive désormais dans une autre histoire. Nous ne pouvons pas, ça ne peut pas être à la carte. Et là-dessus, et c'est pour ça que j'ai dit améliorer la doctrine, parce qu'il faut évidemment la fixer et s'inscrire dans le temps. Le président est encore jeune, ses relations sont encore fraîches avec le continent africain, et l'Afrique reste un pays où il faut s'inscrire dans un continent dans lequel il faut s'inscrire dans mais les situations de chaque pays sont traitées séparément. On ne peut pas avoir une doctrine sur tous les pays africains. C'est là où on se rejoint avec Jean-Claude Beaujour. C'est que je parlais tout à l'heure pour contrer cette concurrence de gens
qui ne veulent pas, je dirais, s'occuper des populations africaines et qui veulent prendre le pactole, la Chine et la Russie. Oui. Absolument. On a soutenu le Gabon, président Bongo, qui est quand même cité dans les biens mal acquis, qui a des millions de biens en France et qu'on a soutenu et qu'on continue de... La question de la doctrine est essentielle, effectivement, et ça rejoint ce que je disais sur l'image. C'est qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs de la France et quelles relations on va avoir avec les différents pays africains. Je dis bien les différents pays africains, vu que c'est un continent immense avec des situations très diverses, mais effectivement, on manque aujourd'hui de clarté. Et quand vous n'êtes pas clair, eh bien, c'est difficile d'avoir des relations stables. Par exemple, il faut être deux pour avoir des relations. Ne nous limitons pas l'Afrique francophone, il y a aussi l'Afrique anglophone, il ne faut pas l'oublier, le Nigeria, un certain nombre d'Afrique lusophone, de pays d'Afrique lusophone, voilà. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en considération. Allez, on se retrouve dans un instant, on continue notre tour de table. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On continue notre tour de table avec vous, Jean-Baptiste Moreau. C'est un coup de gueule. Ouais, c'est un vrai coup de gueule et ça vient à la fois du cœur et des tripes. C'est sur l'agression d'un responsable syndical agricole en Loire-Atlantique qui a été réveillé au milieu de la nuit par des bruits, qui s'est levé et il y avait des gens en train de taguer sur les bâtiments de son exploitation agricole. Et donc, il s'en est suivi une altercation, ils l'ont foutu par terre, ils ont fait brûler ses appareils de son matériel, plus un hangar qui a été brûlé. Et donc, enfin voilà, visiblement, d'après les premiers éléments que j'ai pu voir sur la presse quotidienne régionale, c'est des activistes écologistes, effectivement, qui sont venus agresser chez lui, donc sur son exploitation, un agriculteur, l'agresser physiquement, faire brûler une partie de ses installations. Il y a eu des tags hostiles à la FNSEA et aux jeunes agriculteurs, parce qu'il est responsable syndical, parce que ça représente le modèle agricole que ces gens ne veulent pas. Donc stop. On arrête tout de suite. Enfin là, il va y avoir un mort. Je le souhaite pas, mais il va y avoir un mort. Je sais pas de quel côté il va être. Il va être du côté des agriculteurs ou du côté des activistes et des éco-terroristes. Mais il va y avoir un mort. Je veux dire, on peut pas être dans un état aujourd'hui en France où parce que quelque chose vous plaît pas, vous allez tout détruire, tout casser. Mais ça part du convoi de l'eau, là où ils ont expliqué qu'il allait falloir aller détruire toutes les bassines partout où elles vont se mettre en place. Mais enfin, de quel pays vit-on? Ces gens sont des fascistes, sont des fascistes et des totalitaires. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas la moindre chose qui va contre leurs croyances ou leurs dogmes, parce qu'on est loin de la science. Hein. Ils sont anti-scientifiques pour la plupart, décroissants, hostiles à tout ce qui est l'idée même de travail d'ailleurs, parce que on s'attaque pas impunément à des agriculteurs qui passent jour et nuit sur leurs exploitations à bosser comme des fous pour gagner pas grand-chose, par des gens qui sont là, qui savent pas quoi foutre de leur temps. Moi, j'espère que ces gens-là vont être condamnés, qu'ils vont être condamnés à rembourser jusqu'au dernier euro, et s'ils peuvent pas rembourser, on les fait bosser sur les exploitations, ça va leur apprendre la vie. Je suis pas sûr qu'ils vont tenir plus d'une journée, mais quand même, on les oblige à bosser jusqu'à ce qu'ils aient fini de réparer. Ça suffit. Il va y avoir des morts. Il va y avoir un agriculteur qui va sortir la nuit, qui va prendre le fusil et qui va tirer dans le tas. Je suis désolé, ça va finir comme ça. Donc oui, ça monte. Il y a une espèce de frustration et de haine qui est en train de monter dans les ruralités vis-à-vis de ces gens-là qui donnent la leçon à longueur de temps, à qui on ouvre les plateaux télé, les chaînes de radio, qui racontent tout et n'importe quoi derrière derrière leurs gourous divers et variés, que ce soit Stéphane Foucard ou autres, qui sont devenus des vrais gourous d'une secte totalement lobotomisés et totalement affiliés à cette cause, et qui vont aller détruire des bassines. Je veux dire, on est en France, des bassines, il y a des procédures administratives hyper longues. Vous mettez pas en place une bassine parce que vous le décidez. Et ces gens-là, ils vous expliquent que même quand les procédures administratives sont épuisées, quand l'administration a donné son accord, quand les scientifiques ont donné leur accord en disant que c'était pas dangereux, c'est pas grave, nous on n'est pas d'accord, donc on va casser. C'est inadmissible, il va falloir taper, mais taper très fort. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Jean-Baptiste, et j'irai encore plus loin. Ce qui est scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, il y a une doctrine, la nature de la revendication de certains, ils considèrent que la nature même de leur revendication justifie la violence. C'est cela qui est scandaleux, et c'est ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire que un certain nombre de gens vous disent, on a fait pour nous, on milite pour un choix de société tout d'abord que l'on veut vous imposer. On n'est plus en démocratie, et parce qu'on estime que ces revendications sont bonnes pour vous, non seulement pour eux, mais pour vous, alors on est en droit d'utiliser la violence. C'est cela qui est scandaleux, c'est cela qui fragmente et qui doit être sanctionné. Écologistes. Oui. Ce sont les nouveaux Khmers écologistes
et il faut réagir. Et là où Jean-Baptiste a raison, comme partout ailleurs, c'est que si ça continue comme ça, on va directement avoir des affrontements violents. Et ça va se résoudre parce que, comme le disait un noble à Louis XVI, « Sire, prenez garde, ce peuple est terrible ». Ouais. Ce matin, juste pour information, c'était il y a une vingtaine de minutes, les militants de Dernière Rénovation ont déversé de la peinture orange devant l'Élysée. Ils n'ont pas pu accéder à l'Élysée, c'est plutôt devant la place Beauvau. Vos crimes, nos morts, ils ont dénoncé l'inaction climatique du gouvernement. Mais vous voyez, on en parle. On en parle parce qu'il y a cette opération, coup de poing où on balance de la peinture partout. Le problème qu'on a avec ces militants d'extrême gauche pseudo-écolo, c'est clairement qu'ils sont dans une logique sectaire. On le disait à l'instant, la science ne les intéresse pas. Non. Ils ont une croyance qu'ils veulent imposer à tous les Français. Pour la France et dans d'autres pays européens, ils veulent l'imposer. Et effectivement, ils justifient l'imposition de leur croyance et leur violence Par la force. Par la force. Et ils expliquent que c'est pour votre bien. Il faut absolument que l'État mette un stop tout de suite à ces pratiques. Et on sait qu'il y a eu une tentative de dissoudre les soulèvements de la terre. Il y a l'aspect politique, il y a l'aspect organisationnel, taper sur les organisations, mais aussi individuel. On parlait d'individus qui sont pris à un agriculteur. Il faut que ces personnes soient suivies au pénal et condamnées pour les violences et dégradations qu'elles commettent. On a l'impression qu'on traite pour l'instant que le groupe, malheureusement, alors que si chaque individu qui participe de ces actions violentes, de ces agressions, on a une agression, mais on aura certainement 2 agressions si on les laisse faire, il faut que ces gens-là soient inquiétés par la justice, condamnés, et ceux qui concrètement mènent des agressions physiques à plusieurs, ça s'appelle des violences aggravées, c'est de la prison, prison ferme. Il faut que tous ceux qui prônent la doctrine qui consiste à justifier la violence au motif pris que la nature de leurs revendications est légitime et qu'ils nous veulent du bien, il faut que ceux qui incitent soient aussi sanctionnés. Oui, ils sont co-responsables de la situation. Effectivement, c'est un partage de responsabilités. Et c'est cela qui conduit à ce qu'un certain nombre d'esprits peut-être plus fragiles passent à l'acte. Il est trop facile de dire, mais nous, on n'a pas participé. Non mais voilà, donc heureusement l'agriculteur n'a pas été gravement blessé, mais je pense très fort à lui parce que psychologiquement ça doit être très compliqué, même si je suis en phase de reconversion, je serai jusqu'à la fin de ma vie je pense dans l'état d'esprit d'un paysan et d'un agriculteur, et voilà, vraiment, je suis révolté par ce type d'action. Vraiment, c'est répugnant. Un vrai coup de gueule que ne partagent pas certains de nos auditeurs qui disent qu'on n'est plus en démocratie et que c'est comme ça maintenant. Mais je vais rentrer chez eux, je vais aller taguer dans leur appartement, puis on va voir s'ils sont d'accord. Il y a 2 choses. De gens qui nous disent on n'est plus en démocratie. Vous voulez aller faire un petit tour en Iran ou dans d'autres pays? Absolument. Oui, non, mais même des pays moins loin. Non, mais ces gens-là, je vais rentrer chez eux, je vais aller taguer parce que je sais pas, parce que leur voiture me plaît pas, parce qu'elle pollue trop. Et puis je vais aller taguer dans leur appartement, c'est pas un problème. C'est la démocratie. Ces associations passent leur temps à faire des recours. Pardon. Oui, Jacques Miat. Oui, ce que Jean-Baptiste a dénoncé, il a 1000 fois raison. Et on a affaire à des fascistes, on a affaire à des totalitarismes, et ceux-là, ils doivent être sanctionnés sans appel. Mais il y a un autre problème, Jean-Claude, c'est que la démocratie française, et ce sera le sujet d'ailleurs de mon prochain bouquin, il faut faire sa publicité soi-même, elle est fort malade, Oui. Et donc, tout n'est pas parfait dans notre démocratie. Tout n'est pas parfait, mais affirmer on n'est plus en démocratie, c'est pas la Russie. Et il y a encore pas mal de progrès à faire. Jacques, la preuve, vous savez très bien, bien sûr, je ne dis pas que tout est parfait, ça serait idiot de dire que tout est parfait. En revanche, dire à tout va, on n'est plus en démocratie, parce que derrière tout cela, c'est pas notre démocratie mérite d'être améliorée, c'est on n'est plus en démocratie, donc battons-nous, prenons les armes. C'est ce qu'il y a derrière ce discours qui est gravissime. C'est cette polarisation qui est inquiétante. Samuel, pour répondre aux auditeurs, justement pour répondre à ces auditeurs-là, il faut bien qu'ils comprennent que justement ces militants d'extrême gauche se servent du désir de plus de démocratie, d'une meilleure représentativité, d'améliorer la situation actuelle. Ils se servent de ce désir de la population pour dire on n'est plus en démocratie et donc soutenir la violence. Ne vous faites pas avoir. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence entre vouloir mieux représenter et le fait. Oui, il y a une différence entre vouloir mieux représenter et soutenir toutes ces violences. Non, mais la démocratie pour l'extrême gauche, c'est quand l'extrême gauche gagne les élections. Si elle gagne pas les élections, c'est pas une démocratie. Enfin, attention, ce sont des totalitaires, ce sont des futurs dictateurs. On est d'accord. Mais je voudrais quand même vous dire une chose. En tant qu'élu local,
nous n'avons plus le pouvoir. C'est la technostructure qui gagne. Et ça, c'est extrêmement grave. Technostructure au niveau national, on est encadré par un tas de normes qui vous s'imposent que le législateur a voté et que moi-même j'ai voté en partie, plus ce qui se passe au niveau européen. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Aujourd'hui, le fameux article 72 disant que les collectivités se gèrent librement, c'est faux, c'est terminé. Absolument. On continue dans un instant avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, notre tour de table prend un peu plus de temps que d'habitude, mais c'est intéressant parce qu'on aborde d'autres sujets que ceux convenus qu'on peut entendre un petit peu partout. On ne vous a pas entendu, Samuel Lafont, votre coup de gueule. J'ai un coup de gueule contre les mensonges et l'hypocrisie de l'extrême gauche sur l'abaya. Il faut en parler, puisque on voit notamment avec Manuel Bompard, qui récemment a été reçu par Sonia Mabrouk et ridiculisé sur le plateau, puisqu'il a été mis face à ses contradictions. On voit une extrême gauche qui raconte tout et n'importe quoi. Manuel Bompard de LFI a expliqué que l'abaya n'est pas un signe religieux. Sophie Binet de la CGT a expliqué qu'elle n'était pas certaine que ce soit un signe religieux et qu'en même temps, elle s'opposait au signe religieux. Cette extrême gauche, a fait un choix électoraliste évident qui lui revient en plein visage quand elle remarque qu'en fait les Français sont très majoritairement hostiles au port de l'abaya, qui sont très majoritairement favorables à l'interdiction de l'abaya, qui ne se trompent pas. Ils voient très bien que c'est un vêtement religieux qui est porté dans des pays dont la particularité et d'être des pays musulmans, ou en tout cas dans la population est très largement musulmane. Personne ne s'y trompe, à part ces militants d'extrême gauche, et je ne reviendrai pas sur les revirements de Jean-Luc Mélenchon, qui était le laïcard quasi caricatural et qui est maintenant le plus grand soutien de cet abaya ou de ce genre de vêtements et de pratiques et de signes religieux islamiques. Ces gens font le jeu des islamistes. Ces gens font clairement le jeu des islamistes. Il faut leur mettre un stop tout de suite en termes de discours. Ça a été fait avec des opposants qui disent clairement leur vérité et on voit les vidéos qui circulent sur Internet vis-à-vis de LFI. Mais il faut également, dans les urnes, mettre un stop à ces gens-là. Si vous ne soutenez pas les islamistes, ne votez pas pour LFI. Oui, mais on voit bien que c'est une position très électoraliste de leur part. Oui, non, mais l'abaya, au départ, je ne sais pas si c'est un vêtement religieux ou pas. Ce qui est certain, ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, l'abaya, comme le voilement des fillettes, est un outil de propagande des islamistes, et pas de l'islam, des islamistes, c'est-à-dire de ceux qui sont les promoteurs de l'islam politique, qui veulent imposer que les lois de l'islam s'imposent aux lois de la République. Et clairement, c'est un signe identitaire des islamistes et pas de l'islam, je le répète. Donc, les accusations d'islamophobie ne tiennent pas une seule seconde si tant est que l'islamophobie existe réellement. C'est un combat contre les islamistes et l'islam radical. Ce n'est en rien le port de l'abaya, une pratique. D'abord, de toute façon, la pratique de la religion n'a pas sa place de toute façon à l'école, ça c'est une certitude. Et l'abaya est devenu effectivement un outil de propagande des islamistes. On le voit bien dans l'émission de Cyril Hanouna l'autre soir. Ils ont invité un père qui n'a pas laissé un mot à sa fille, qui soi-disant elle était volontaire pour porter l'abaya, mais elle n'a pas eu le droit de s'exprimer. Et cet homme-là est un proche des frères musulmans qui a fait la défense de l'imam Iqwisen et qui est connu dans les réseaux islamistes. Donc, enfin, je veux dire, il s'est dénoncé tout seul. Enfin, je veux dire, c'est évident et il faut être intransigeant avec ça. La France insoumise, par uniquement électoralisme, parce que c'est des démagos et des populistes et qu'ils y tirent un bénéfice électoral dans les quartiers, flattent l'électorat islamiste. Il faut empêcher et couper les islamistes de l'islam, justement, parce que c'est ce qu'ils visent. Ils visent en fait à rassembler derrière eux l'ensemble des musulmans. Ils ne représentent en rien l'ensemble des musulmans. C'est un courant de l'islam qui est un courant excessivement dangereux, qui est un courant radical, proche des frères musulmans, et qui vise à imposer les lois de l'islam par rapport aux lois de la République. Mais ils ne sont en rien représentatifs de l'ensemble des musulmans de France. Et il faut que les musulmans de France se désolidarisent de ces gens-là et arrêtent de voter pour la France insoumise, qui est devenue un vassal des islamistes. Jacques Miard, c'est évident. J'ai été à l'origine de la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, et je peux vous dire que c'est évident, parce que ces jeunes filles utilisent ce vêtement
comme un signe de provocation. Et comme le dit à juste titre Éric Chotel, que je connais bien, ceux qui, je dirais, soutiennent l'abaya sont des idiots utiles d'intégristes islamiques qui veulent changer la société. Donc, il est évident qu'il faut être ferme. Le gouvernement a raison. D'ailleurs, on a entendu le ministre de l'Instruction publique le dire avec force. Mais c'est clair que nous ne devons pas tomber dans le piège de, je dirais, la liberté individuelle. Là, c'est une utilisation, une provocation délibérée de vouloir modifier les règles et nos us et coutumes et de faire entrer la religion de plein pied dans un lieu qui doit être sacré et neutre, l'école. Mais ce qui est moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il me semble que la gauche devrait défendre la liberté des femmes. On sait très bien qu'ils vont aller au voir. Et c'est devenu des bigots. Donc, si vous savez, ce qui est effectivement surprenant, c'est que la gauche, qui non seulement devrait défendre la liberté des femmes, mais qui devrait défendre l'école comme lieu d'apprentissage des savoirs et lieu de libération. C'est ça aussi la culture française, l'école de la République, c'est de permettre à chacun, quel que soit son milieu, quelle que soit son origine sociale, ethnique, c'est de se retrouver. C'est en quelque sorte une structure qui était censée favoriser le creuset français. Je suis pour le moins surpris que la France insoumise n'aille pas sur ce terrain-là. Et moi, je vais même vous dire plus loin, moi je serais même plutôt favorable à ce que nous ayons des uniformes. Comme ça simplifierait le problème. Ouais. Et non, mais mais vous savez, regardez dans la vie quotidienne. Moi, je suis avocat. Nous portons un uniforme quand nous travaillons. En quoi est-ce que ça serait choquant qu'on dise, eh bien, pour justement écarter toutes les critiques, puisqu'on veut dire, ah ben, il y a ci et il y a ça, eh bien, un vêtement simple, je pense que Blanquer avait maladroitement employé l'expression une tenue républicaine. C'est ce qu'il avait, c'était un peu rapide. Mais moi, je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête, alors même qu'il y a des systèmes qui ont fonctionné. Revenons à des choses plus simples, parce que les uns et les autres, nos familles, nos parents, nos aînés ont bénéficié de cette école républicaine. Eh bien, je pense qu'on pourrait aussi retourner à ces mécanismes très simples qui ont permis... Je l'avais proposé il y a déjà un certain nombre d'années. J'ai pris une volée de bois vert de la part de toutes ces élites qui trouvaient ça ridicule. Oui, c'est ça. Mais je crois effectivement, Jean-Claude, que maintenant, il faut savoir... je dirais prendre les moyens de sa politique. Des élites qui trouvent ça ridicule, mais qui en attendant favorisent la promotion de leurs enfants. Et on sait très bien que la plupart des enfants des élites, eh bien, réussissent très bien. En attendant, LFI devrait regarder un petit peu du côté de ces jeunes, quelles sont les options de développement scolaire et de promotion sociale qu'on leur offre, si ce n'est le repli sur eux-mêmes. Alors, on a une auditrice, Véronique, qui est très en colère et qui dit « Je ne me laisserai pas traiter d'islamiste, je vote LFI, j'habite à la campagne, je suis française et je n'écouterai plus Sud Radio. » J'ai pas dit que tous les électeurs LFI étaient islamistes. J'ai dit que LFI flattait des islamistes dans le sens du poil pour bénéficier du vote d'un certain nombre de communautés et que certains imams islamistes font clairement la promotion de LFI. Oui. Moi, j'ai envie de dire à cette dame, j'ai envie de dire à cette dame qu'elle vote pour qui elle veut, et je respecte. Il n'a jamais été dit que les électeurs de LFI étaient des islamistes. Je dis simplement, votez pour des gens qui disent à des jeunes gens, des jeunes femmes qui ont vocation à être des Français, parce que là aussi, de ne pas respecter ou bien s'accorder sur un certain nombre de règles élémentaires. Des règles élémentaires qui ont vécu et qui ont fait leurs preuves, madame. Je suis désolé, l'école de la République a fait ses preuves. Mais quand vous votez pour un parti, si vous votez pour un parti, il me semble que vous vous interrogez sur ces prises de position. C'est-à-dire que, fondamentalement, si vous êtes contre le port du voile, est-ce que ça vous interroge, Véronique? Je vous pose la question directement. C'est le sujet. Chaque Français est évidemment libre de voter pour qui il veut, mais il doit voir et vous n'avez pas fait de syllogisme en disant non, si vous votez LFI, vous êtes islamiste, c'est pas ce qu'a dit Jean-Baptiste Moreau. Il doit assumer en regardant ce qui se passe. Et effectivement, si vous votez LFI aujourd'hui, eh bien vous devez regarder ce que fait le parti LFI, c'est-à-dire que sur le sujet de l'abaya,
d'autres sujets, eh bien, il est l'idiot utile où il fait un calcul électoral, et l'idiot utile des islamistes où il fait un calcul électoral. J'ai envie d'ajouter sur ce sujet, l'affaire de la Baya est le meilleur avocat du port de l'uniforme. Et l'uniforme, s'il n'a pas été à la mode... L'uniforme, vous le faites du primaire jusqu'à la terminale ? Ce peut être discuté, effectivement, ce peut être quelle école primaire. Oui, mais le problème, c'est lycée-collège. Ce peut être, honnêtement, tout est possible. Ce peut être juste l'école primaire, ce peut être également le collège et le lycée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pendant des années, l'uniforme n'était pas forcément valorisé. Désormais, Éric Zemmour en a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. Maintenant, on a énormément de gens qui en parlent. Heureusement. Et d'ailleurs, quand je dis que c'est populaire, que ça devient populaire, on voit des influenceurs en parler eux-mêmes. Je pense par exemple à Sylvie Tellier, qui en a parlé en posant la question de l'uniforme. Il y a peut-être un créneau maintenant pour mettre en place l'uniforme, en sachant que ça a plusieurs avantages. C'est un avantage pour les parents, à moins se prendre la tête, et en plus au niveau s'ils arrivent à avoir des uniformes pas trop chers, au niveau question du pouvoir d'achat, ça peut être le président de la République, un jean, un t-shirt. Mais ça peut être bénéfique. C'est pas forcément des choses très compliquées. Absolument. Et au niveau des enseignants, c'est quand même plus simple. On sait qu'il y a un lourd fardeau qui pèse sur le dos des enseignants, qui sont relativement mal payés en France et à qui on demande en plus de faire la police dans leur classe, et en plus qui pendant des années n'ont pas été soutenus par leur hiérarchie et par les gouvernements en place. C'est aussi plus simple pour les enseignants d'avoir affaire à une classe homogène au niveau des habits. Ça met également les enfants, on le sait, dans un état d'esprit différent, en sachant qu'il y a une différence entre l'extérieur et l'intérieur. Ça gomme les différences aussi sociales qui peuvent jouer entre les enfants. Bref, ça a énormément d'avantages. Et pour revenir sur ce que disait à l'instant Jean-Claude Beaujour, effectivement, on a l'impression qu'on cherche la quadrature du cercle aujourd'hui pour l'école. L'école française a fonctionné pendant des décennies. Pourquoi est-ce qu'on essaie sans arrêt de tout réinventer ? On a des méthodes qui ont fonctionné. Il y a des sujets nouveaux qu'il faut traiter. Il y a le sujet de la baya, effectivement. On a de la propagande religieuse qui essaie d'aller dans l'école. On a de nouveaux problèmes. Mais on a déjà des modèles qui ont fonctionné. On peut utiliser ce qui fonctionne. Et on devrait, je pense, je termine là-dessus, on devrait bénéficier de cette rentrée de cette rentrée durant laquelle les Français semblent soutenir l'uniforme pour au moins tenter dans plusieurs endroits de mettre en place. Il y a des expérimentations. Jean-Philippe Dugoin-Clément qui était ici dit qu'à Mency, il y a une concertation, il va y avoir des consultations. Jacques Miard. Oui, je voudrais ajouter une chose, parce que ce qui me choque, je dirais, dans la position de LFI et avec cette tentative de pêche aux voix dans les banlieues, c'est que ce sont les mêmes hypocrites qui vont ensuite condamner ce qui se passe en Iran. Où est la cohérence ? Où est la cohérence ? C'est là où c'est scandaleux. C'est là où véritablement on voit qu'ils essaient de manipuler les Français, et c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle je le dis très haut et fort, M. Mélenchon est un apostat. Il renie ses propres principes. Non mais LFI qui est censée effectivement être l'héritière d'une gauche où l'école et le travail sont facteurs d'émancipation, sont devenus des alliés des pires bigots et des pires intégristes religieux et hostiles aussi à la valeur travail. Donc, je veux dire, on est totalement à l'envers et à front inversé. Enfin, je suis un proche de certains anciens de Charlie Hebdo qui doivent franchement se demander si c'est la même personne aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, qui a une dizaine d'années, qui effectivement sur les plateaux télé défendait l'interdiction du voile et l'émancipation de toutes les religions, quelles qu'elles soient. Ça, c'est une vraie valeur de gauche, mais cette gauche-là n'est plus la gauche, ce sont des populistes et des démagogues. Je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre LFI un certain nombre parce qu'il y a des gens très intelligents. On a dit c'est purement politique. Moi, j'interroge les uns et les autres, ceux qui nous écoutent. En quoi est-ce qu'un uniforme est choquant ? Je viens de dire que dans certaines professions, on a des uniformes. Vous allez de plus en plus dans les sociétés, vous avez des signes distinctifs. Et d'ailleurs, les salariés vous disent, on a envie, on besoin, on souhaite qu'on nous distingue. Vous avez, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, vous avez Air France, il y a un uniforme. En quoi est-ce choquant ? Donc moi j'interroge tout simplement. Il faut... Oui ? Oui, non, mais bien sûr. Je comprends pas. Mais c'est au-delà. Je pense que s'il y a l'uniforme, il y aura encore autre chose. Je pense que fondamentalement, c'est l'entrisme qu'il faut traiter. J'ai presque envie de vous dire, je ne veux pas chercher à convaincre M. Mélenchon, parce que je pense que c'est un homme extrêmement intelligent et cultivé. C'est une tactique politique. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Beaucoup de sujets encore à traiter, mais c'est vrai que j'entendais tout à l'heure dans le journal cette information. 18% des Français sous le seuil de pauvreté. Un Français sur 3 sauterait un repas. C'est un chiffre tout à fait étonnant. Dans le même temps, l'essence augmente. Il y a une station à Paris, dans le 16e, qui affiche 2,54 € le prix du litre d'essence. C'est tarif différencié en fonction du revenu moyen de l'arrondissement. Samplon 95, 2,43, le 98, 2,53, le diesel 2,42 et le gasoil 2,34. C'est vrai que il y a la précarité et puis il y a d'une manière générale les Français qui n'y arrivent plus. Et c'est l'appel des Restos du Cœur qui voit arriver des gens qui ne venaient pas auparavant. On pense à des femmes seules avec un enfant qui n'arrivent pas à boucler problème de salaire. Et cela a des conséquences extrêmement graves et très concrètes pour de nombreux Français. On parle de Français qui sautent des repas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des Français modestes qui ont du mal à se nourrir aujourd'hui, qui doivent faire des choix systématiques dans leur quotidien, qui mangent moins de viande, qui ne mangent plus de poisson. Et je pense que c'est ignoré malheureusement par beaucoup qui ont les moyens, notamment dans le pouvoir, dans la sphère médiatico-politique, souvent, qui ont plus de moyens, et on ne voit pas tous ces Français, notamment dans les campagnes, mais pas que, ou dans les villes moyennes, dont le pouvoir d'achat a baissé énormément. Et en plus, on sait qu'il y avait eu les gilets jaunes lorsqu'il y avait eu l'augmentation du prix à la pompe. On a eu encore récemment des mobilisations sur ce sujet, mais là on a un double effet. Parce que depuis qu'on a eu l'inflation sur les prix alimentaires et que là on a à nouveau le prix à la pompe qui augmente, eh bien il y a des familles qui vont vraiment se retrouver dans une situation désastreuse. Et c'est le problème du pouvoir d'achat en général, puisqu'il y a évidemment cette question des taxes sur l'essence dont on peut discuter, mais le problème c'est que le revenu des Français par rapport à tout ce qu'ils ont à payer, c'est ça la réalité. Ouais. C'est que le revenu ne suffit pas. Et alors que les Français, et c'était le discours des Gilets jaunes au début, les Français disaient dans les Gilets jaunes, je veux vivre dignement du fruit de mon travail. Je ne veux pas des tonnes de chèques. Je veux simplement pouvoir vivre sans avoir à compter chaque jour, chaque centime pour faire vivre ma famille. Et là, on y revient directement. Ouais. C'est important, effectivement, d'avoir... je crois que le président l'a annoncé à l'issue des discussions qu'il a eues avec les chefs de parti, une discussion autour des salaires, effectivement, sur la revalorisation globalement des salaires. Mais il faut faire attention. Alors, sur l'alimentation, oui, effectivement, l'inflation l'a frappé de plein fouet, on est d'accord. Il faut faire attention sur les discours qu'on a aujourd'hui, parce que... un peu d'inflation, c'est pas très grave, et c'était même indispensable pour redonner aux agriculteurs des capacités, on va dire, de se verser des salaires, parce qu'aujourd'hui on était dans un monde agricole qui vendait tellement peu cher qu'il était incapable de se verser des salaires. Donc les prix de vente des agriculteurs ont augmenté aussi avec l'inflation. Peut-être pas forcément en conséquence de l'augmentation du coût de leurs matières premières globalement, mais ça va quand même mieux que ça l'allait par le précédent. Donc il ne faudrait pas que les négociations inverses qui vont démarrer a priori dès le mois de septembre, suite à ce que Bruno Le Maire a annoncé, parce qu'on sait quels sont les maillons faibles dans la filière agroalimentaire, c'est les agriculteurs, toujours. C'est les industries agroalimentaires et les grandes surfaces, il ne faut pas se faire de soucis pour eux. Ils vont se trouver un moyen de garder leur marge de toute façon, parce que même le grand pourfendeur, soi-disant, de la vie chère, Michel-Édouard Leclerc, il n'est pas demain au Resto du Cœur, lui, je vous l'assure. Donc, il faut faire attention que ces négociations en marche arrière, qu'on limite l'inflation si le prix des matières premières se tasse et autres, pourquoi pas, mais à condition que ça ne repose pas uniquement sur les épaules des agriculteurs, comme ça a été trop souvent le cas depuis 40 ans, ce qui s'est fait au détriment de la souveraineté alimentaire aujourd'hui, où on apporte une bonne partie de nos produits agricoles, ce qui est d'ailleurs un des facteurs de problématique, puisqu'on ne maîtrise plus une partie de nos productions agricoles, et donc il y a une partie qui est importée, et donc on s'adapte au cours mondial. Quand il est bas, tout le monde est content, quand il est haut, il faut faire avec. Donc voilà, il y a cette problématique-là qui est derrière, mais effectivement, il faut trouver des solutions aujourd'hui. Pas normal de voir comme ça les Restos du Cœur complètement débordés par le nombre de gens qui affluent, qui n'ont plus les moyens de s'alimenter. C'est effectivement, il faut trouver des solutions, et rapidement. Et dans les solutions, il y a aussi le coût du logement qu'il va falloir quand même, sur lequel il va réfléchir, qui est quand même le premier budget dans le budget des Français, loin devant l'alimentation. J'ai discuté hier avec un restaurateur aveyronais qui me disait, dans le temps, on faisait venir tous nos gars de l'Aveyron pour faire le service. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se loger. Donc c'est impossible. Je voulais justement intervenir là-dessus en disant que, au-delà de tout ce qui vient d'être dit sur le coût de la vie, c'est vrai que l'urbanisation
Et donc le prix du logement est un élément déterminant. Est un élément déterminant non seulement pour le coût de la vie en tant que tel, parce que vous voyez, Paris s'est beaucoup vidé de ses travailleurs manuels, des personnels de proximité. Et puis sur le plan social, c'est extrêmement difficile, parce que lorsque vous faites pour un restaurant, vous parliez de services de restauration, lorsque les gens font 1h30 de trajet le matin, qu'ils repartent tard le soir, 1h30 de trajet, à tout point de vue, c'est difficile. C'est difficile humainement. Ce sont les gens qui sont plus fracassés sur le plan du travail, qu'il faut soigner, etc. Donc ça a un coût pour notre société. Donc c'est là où il faut revoir. Alors je dis bien que c'est pas aussi évident que cela. Revoir l'aménagement de notre territoire et l'urbanisation. C'est essentiel. Oui, Jacques Miard, c'est un rapport du Secours populaire qui a publié son dernier baromètre pauvreté et précarité. Alors, depuis des années, il n'y a pas d'aménagement du territoire correct. Il y a des centaines de milliers de logements vides en province. Ah oui, dans les ruralités, il y a de quoi se loger à pas cher aujourd'hui. Voilà. Il y a des centaines de milliers de logements, y compris sociaux, mais bien évidemment, il faut parfois les rénover, etc. Il faut aider les entreprises à s'y installer et cesser de les appeler tous en région parisienne. Absolument. Et ce qui manque également, c'est une politique des revenus, parce que ça fait des années, et ça, la politique des revenus, on a laissé faire. Moi, je m'interroge, je vous le dis tout net, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Baptiste sur la nécessité de préserver, je dirais, l'industrie alimentaire et l'industrie agricole. En revanche, je m'interroge sur la répartition et les centrales d'achat, car je ne suis pas entièrement convaincu qu'il y ait à ce titre une concurrence réelle et que les centrales d'achat, à mon avis, ne sont pas assez nombreuses pour organiser une saine concurrence. Il y a une situation oligopolistique, oui, c'est certain, oui. Ça c'est sûr. Voilà. Je voulais juste préciser que... Tout est dans tout, pardon Jean-Marie, tout est dans tout et réciproquement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un problème, c'est un problème de logement, c'est un problème effectivement de garantir la souveraineté alimentaire à la France et à nos agriculteurs, mais c'est aussi une nécessité de mieux organiser l'aménagement du territoire. Et la question, juste un petit point de comparaison, la question sur l'aménagement, le problème de l'aménagement du territoire est un phénomène d'ailleurs que l'on ne retrouve pas simplement en France, que l'on retrouve partout ailleurs en Europe et dans d'autres grandes villes du monde, où effectivement les villes attirent, ne cessent d'attirer. Il y a un phénomène d'attraction, de concentration des entreprises, et c'est véritablement mortel pour les. Même si on veut parler écologie, environnement, est-ce que la solution c'est l'hypermétropolisation en concentrant toutes les populations au même endroit, qui prennent toutes leurs voitures aux mêmes heures, ou les transports en commun. Mais justement, et là, c'est là où j'en veux à l'écologie politique, parce que sa vision de l'écologie, d'expliquer qu'il ne faut pas développer des trains ou des autoroutes dans les campagnes, c'est juste continuer cette logique-là d'hypermétropolisation et l'absence totale de vision du territoire. Je pense que les ruralités peuvent être une solution au quartier. Et il y a des entreprises qui veulent aujourd'hui s'installer en ruralité. Moi, quand j'étais député, j'étais contacté très régulièrement par des entreprises qui voulaient venir s'installer en Creuse, parce qu'on a des autoroutes, on n'est pas trop enclavé. C'est pas la problématique de notre territoire, tout du moins de l'ancien Limousin. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas de population active aujourd'hui, et que donc les entreprises sur place peinent à embaucher, et donc elles sont en incapacité d'attirer d'autres entreprises qui voient déjà celles qui sont sur place, qui n'arrivent pas à embaucher. Il faut davantage de population active, et on a des logements à rénover, certes. Absolument. Les municipalités font beaucoup pour rénover les logements. En ruralité, il y a des aides, il y a des tas de choses qui permettent. Moi, j'ai de nombreux maires qui ont rénové des logements anciens et qui proposent des loyers vraiment modiques et qui peuvent permettre justement de diminuer considérablement le coût du logement dans le budget et de vivre mieux un certain nombre de Français. Et peut-être que le télétravail peut aider effectivement à délocaliser en quelque sorte. Ce restaurateur hier me disait, mais moi, si j'étais moins taxé, je pourrais embaucher, payer plus mes salariés. Il y a aussi un problème d'impôt, et où on ne voit pas très bien le rapport entre ce qu'on paye en impôts et les services publics aujourd'hui. La fiscalité est trop élevée, et les Français se plaignent d'ailleurs, effectivement, des services publics qu'ils ont en face. On se pose la question d'à quoi servent nos impôts, et la question se pose de plus en plus, et dans différents milieux politiques d'ailleurs. Ça ne concerne pas que des gens de droite, ça concerne de plus en plus de Français qui disent mais où va mon argent, d'autant plus quand ils se rendent compte que finalement leur pouvoir d'achat baisse. Juste sur l'aménagement du territoire, pour terminer,
important, dont on parle trop peu, alors Oui. qu'effectivement on a fait le pari de la métropole, alors qu'on a de la place partout en France. C'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.